Très bien, eh bien on va pouvoir démarrer cette masterclass. Ce soir, on a le plaisir, l'honneur de recevoir Philippe Bilger, qui nous rend visite et qui vient pour revenir sur son parcours, son histoire et évidemment son expérience à la cour d'assises qui a marqué sa carrière de magistrat. C'est vraiment une chance de l'avoir parmi nous ce soir. On aimerait que cette masterclass elle soit interactive. Alors bien sûr, Philippe Bilger va débuter par se présenter, mais après vous aurez la parole. Et c'est très important pour nous ce soir qu'il y ait un véritable échange, une véritable interaction, car c'est comme ça que vous allez sortir grandi de cette masterclass. Et encore une fois, c'est une chance. Donc n'hésitez pas à prendre la parole, à l'interpeller. Et je sais qu'il vous répondra avec grand plaisir. Absolument. Philippe, merci infiniment. Je peux commencer. Allons-y. D'abord, ne croyez pas que j'ai mis ce pansement pour vous apitoyer, pour que vous soyez d'accord avec moi surtout. Deuxième élément, et vraiment je vous remercie d'être là, parce que lorsque je fais des conférences, je remarque qu'il y a deux moments difficiles pour les auditeurs. C'est vers midi, quand la faim commence à vous tenailler, et qu'on est obligé d'écouter un orateur qui n'est pas toujours passionnant, et on attend avec une grande impatience le déjeuner qui va suivre. Et le soir, quand on a travaillé, il est 18h, je suppose que vous êtes déjà presque épuisé, et donc vous allez devoir supporter, mais comme une conférence, mais comme l'a très bien dit Amandine, cette conférence va commencer par un propos d'un quart d'heure où je vais faire une présentation rapide pardon du terme pompeux de ma carrière, et puis ensuite vous poserez 1000 questions et je vais vous étonner, même les plus désagréables m'intéressent dans la mesure où pour l'orateur ce sont les plus passionnantes. Il est beaucoup plus facile de répondre à des questions désagréables qu'à des questions agréables qui sont généralement des compliments, et il est difficile dans ce cas-là d'avoir l'air modeste alors qu'on ne l'est pas du tout. Troisième, pourquoi c'est un grand bonheur d'être là? D'abord, vous constaterez que j'ai un grand défaut, je dis toujours la vérité. Enfin, la mienne. Et il est évident que par conséquent, ça me donne une forme de crédit à vos yeux, puisque vous serez assuré que, en accord ou non avec vous, vous saurez que je réponds sincèrement à vos questions et que je dis toujours véritablement ce que je pense. Alors je suis là profondément, d'abord parce que Amandine est une amie très chère, mais ça ne suffirait pas pour m'emplir d'enthousiasme. En réalité, ce qui me touche chez elle, c'est qu'elle est la responsable de l'Institut supérieur du droit et que j'ai pu remarquer au fil des jours, des semaines et des mois que c'est une personne extrêmement compétente, réactive. Prenons un exemple. Combien de personnes auxquelles j'adresse des SMS, je suis obligé d'attendre parfois 8-15 jours pour qu'ils me répondent. Avec Amandine, c'est dans la seconde que j'ai une réponse et c'est une très très grande qualité. Alors, c'est la première raison. La deuxième, c'est que l'Institut supérieur du droit fonctionne remarquablement et je vais vous étonner, et pourtant j'ai toujours détesté le droit. Et j'ai eu la chance de pouvoir y échapper dans 2 justices de luxe que j'ai pu vivre, la liberté d'expression et la cour d'assises. Et j'ai pu appréhender ces 2 justices de luxe par le biais de la littérature, et je vous raconterai ça rapidement. Et troisième élément, dernière raison qui fait que c'est un bonheur d'être là, c'est le fait qu'il y a une infinie volupté, très honorable, je le précise, à pouvoir dialoguer avec des jeunes comme vous, à répondre à leurs questions qui seront évidemment très pertinentes, ça va de soi, je vous regarde, et donc
3 raisons fondamentales qui font que je viens avec plaisir vous accabler au soir d'une journée que vous avez déjà vécue et qui vous a peut-être déjà fatigué. Mais au fond, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur une carrière? Encore une fois, le terme est très pompeux. Je ne voulais pas être magistrat, pas du tout. Je voulais être écrivain et, comme toujours, j'avais des ambitions beaucoup trop importantes. Je ne rêvais que d'être l'immense écrivain qu'a été Marcel Proust. Rassurez-vous, je ne poserai aucune question sur votre culture générale, hein. Je ne veux pas m'exaspérer et donc vous reprocher de ne pas savoir répondre. Mais j'ai tout de suite compris que je ne serai jamais Marcel Proust. Et donc, à partir de là, il a fallu que je choisisse un métier. Et le hasard a fait que, en réalité, dans la vie, j'éprouvais toujours le besoin de défendre les autres, de les comprendre. Et donc, ma mère m'a dit un jour, tu devrais être avocat. Et en fait, non, je ne suis pas devenu avocat alors que c'est une profession très honorable, on pourra en parler tout à l'heure, mais je suis devenu magistrat. J'ai miraculeusement réussi le concours, puisque j'ai failli être éliminé à cause de la matière principale, le droit civil, que j'ai toujours détesté. En revanche, j'ai pu réussir grâce à la culture générale, et si vous m'entendiez parler anglais, vous exclafferiez grâce à l'anglais. Et donc, à partir de là, le métier de magistrat m'est apparu comme un métier extraordinaire. Peut-être le choisirez-vous bientôt ou bien autre chose, peu importe. C'est un grand métier qui m'a permis, comme tous les métiers ouverts, de faire d'autres choses. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai eu, je l'ai dit tout à l'heure, 2 justices de luxe, liberté d'expression et plus de 20 ans à la cour d'assises de Paris, et peut-être aurais-je des questions dans ces domaines. Et puis, ça m'a permis aussi, étant magistrat, de faire des choses, d'écrire des livres, de dire ce que je pensais des ministres de la Justice, certains étaient bons, d'autres très mauvais, de parler de politique dans les médias, au fond d'avoir une absolue liberté. Et d'ailleurs, on m'a reproché de vivre ma vie de magistrat comme si c'était une activité libérale. Au bout de 40 ans, eh bien, je considérais que j'avais fait le tour de la magistrature. Il fallait donc, et comme l'idée de retraite, contrairement à ce que pensent les syndicats d'aujourd'hui, m'a toujours répugné, et que tant qu'on peut écrire, tant qu'on peut encore penser, et tant qu'on croit qu'on parle encore raisonnablement, il n'y a aucune raison d'arrêter. Et donc j'ai eu la grande chance de pouvoir continuer médiatiquement, CNews, Sud Radio, d'écrire des livres, de faire des conférences, de continuer à vivre autrement jusqu'à un âge déjà relativement canonique. Et je m'arrêterai le jour où des esprits très lucides viendront me dire « il faut que vous arrêtiez de parler parce que vous ne dites plus que des inepties » ou bien vous n'êtes même plus capable de parler. J'espère que ça arrivera le plus tard possible. Donc vous voyez, je suis prêt dans ces conditions à répondre au regard des expériences multiples que j'ai eues, dont la plus importante, Amandine l'a rappelé, est la cour d'assises où j'ai été avocat général, donc avocat de tous les citoyens pendant plus de 20 ans, avec un certain nombre d'affaires médiatisées et d'autres qui l'étaient moins, mais qui n'étaient pas les moins passionnantes. Alors avant que, évidemment, vous me posiez une infinité de questions, je sens que ça va être débordant chez vous. C'est clair, vous allez y aller, vraiment, et tant mieux. Je voudrais insister sur quelque chose qui est fondamental pour le réactionnaire que je suis. C'est le fait
que dans la vie, et la vie intellectuelle, la vie universitaire, la vie familiale, la vie tout court, il y a quelque chose de très important, c'est ce que j'appellerais la tenue, l'allure, la forme. Et je vois avec plaisir déjà que vous-même, tous, vous êtes totalement insérés dans une belle conception de l'écoute, de la concentration, du regard. Parce que je n'aurai pas le temps, évidemment, de vous parler de mon Institut de la parole, ou très allusivement, mais il y a deux choses que vous sachiez d'emblée dans l'activité qui est la vôtre et qui sera complétée demain quand vous deviendrez des adultes. Vous l'êtes déjà, mais vous aurez un métier, vous aurez une autre vie. C'est l'importance du regard, regarder les gens auxquels on parle en permanence. Et lorsqu'on parle, et vous allez bientôt me poser des questions, articuler, qu'on comprenne bien ce que vous dites. Et évidemment, quand on pose une question, on se lève, hein, et on la fait. Alors ne croyez pas que je ne respecte pas les prescriptions que je vous indique. Normalement, je fais toujours des conférences debout. C'est-à-dire pendant 2 heures, j'essaye de faire cette présentation et je réponds aux questions. Mais là, il m'a semblé, ne croyez pas que c'est un manque de respect à votre égard, hein, il m'a semblé que c'était peut-être plus simple, plus familier, plus tranquille de vous parler de cette manière. Mais vous savez bien que les personnes d'un certain âge ont le droit d'exiger des jeunes ce qu'ils ne font plus eux-mêmes. C'est un grand avantage de l'âge. Et donc, vous voyez, donc n'hésitez pas, et c'est essentiel pour que vous appreniez ce qu'est le verbe, la parole, à chaque fois que vous serez amené à écouter une conférence, n'hésitez jamais à un moment donné à vous lever, à poser une question, à vous préparer à la parole future pour que, quelles que soient vos études demain, et elles seront brillantes, c'est évident, puisque vous êtes à l'Institut supérieur du droit, eh bien vous saurez parler. Savoir parler, c'est une activité fondamentale qui se rajoute à toutes les aptitudes que vous devez avoir, à tous les dons dont vous usez, c'est essentiel. Et donc, ne minimisez pas cette grande chance de savoir parler. Savoir parler, ça n'est pas seulement utile dans le domaine professionnel, c'est utile dans tous les domaines où la parole est nécessaire, dans la vie familiale, dans la vie médiatique. Demain, vous ferez de la politique peut-être, vous aurez à parler, vous répondrez à des journalistes, vous enseignerez, qui sait, vous serez un grand professeur si vous savez parler, transmettre, et surtout, c'est fondamental, c'est ce que j'essaye de faire, vous ennuierez forcément si vous-même vous êtes attristé par la pauvreté de votre discours. Mais en revanche, si vous êtes vous-même totalement convaincu par la force et l'intelligence de votre propos, naturellement, vous convaincrez les autres. Et imaginons que je sois là devant vous avec le même plaisir, mais que j'ai par exemple devant moi des feuilles et que je me contente de les lire et que surtout j'essaye, je les lise avec un air totalement accablé et lugubre en m'ennuyant moi-même. Est-ce que vous ne partiriez pas avant 20 heures? Ça me paraît une évidence, donc pensez à ça. Être soi, c'est fondamental. Mais pas être soi n'importe comment. Il faut être soi au meilleur de soi pour la parole, la pensée, la culture. On va en parler de la culture. Je ne sais pas si Amandine a veillé dans cet Institut supérieur du droit à favoriser des cours de culture générale, mais c'est fondamental. Si vous n'avez pas de culture générale, culture classique, culture du quotidien, et pas seulement les résultats des matchs du PSG, hein, qui me passionnent, mais des choses peut-être beaucoup plus sérieuses que ça, eh bien, vous risquez dans la vie de manquer des occasions formidables.
Donc, pardon pour le ton un petit peu impérieux que j'ai, mais vous m'êtes tellement sympathique, je vous le vois, je vois ceux qui sont mis au fond, rassurez-vous, hein, je l'ai dit, je ne note personne. Hein, donc, vous me rappelez, j'ai fait une conférence devant 1000 personnes à l'école du barreau. Il y en avait 500 qui ne se sont pas levés quand je suis arrivé. Les 500 autres ont commencé à pianoter sur leur portable et leur ordinateur. Alors je leur ai dit, rien à voir avec la qualité de votre politesse, hein, bien sûr. Je leur ai dit, moi, je ne vois aucun inconvénient à ce que tout le monde sorte pour le portable, l'ordinateur. Je préfère 10 personnes intelligentes et concentrées à 1000 qui se moquent comme d'une guigne de ce que je vais leur dire. Donc vous voyez quel bonheur c'est pour moi de vous regarder dans les yeux, de vous voir me regarder et de savoir que à l'heure actuelle, maintenant, précisément, il est 18h18, vous êtes habité par une envie irrépressible de poser des questions. Alors, quel sera le premier ou la première qui aura le courage de poser cette première question à partir de laquelle, ensuite, ça va être un débordement. Mais c'est toujours le premier ou la première qui a du courage. Et la dernière question est fondamentale, puisqu'après 2 heures où vous aurez été brillant, il faudra que la dernière question soit à la hauteur de votre intervention. Alors, qui est-ce qui a ce courage ? Allez-y, bien sûr. On m'a dit que c'était une étudiante très brillante. Hein ? Alors, elle va le démontrer à l'instant. Déjà, elle est très courageuse, bravo. Vous me donnez votre prénom, si ça vous... Pardon ? Lina. Lina, très bien. Alors, je me permets d'ouvrir le bal avec une première question. Comme donc Amandine nous l'a rappelé et vous-même, vous avez fait une grande carrière. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les moments forts de votre carrière, que ce soit dans des procès, que ce soit même en dehors, etc. C'est très intéressant. Bravo Lina pour cette première question. Et alors, comment dire, quand j'étais en charge, quand je me suis occupé avec d'autres de la liberté d'expression dans une section qui était la 4e section du parquet de Paris, j'ai eu un certain nombre d'affaires médiatisées, célèbres, par exemple, puisque malheureusement, il y a quelque temps, sur le plan humain, la famille Le Pen a perdu Jean-Marie Le Pen. J'ai eu 2 procès qui m'avaient énormément marqué lorsqu'il avait été accusé d'avoir torturé en Algérie par Libération et Le Canard enchaîné. Ça, c'est des procès qui m'ont marqué, Lina, notamment l'un d'eux, le procès contre Libération, c'est lui qui avait porté plainte, et il arrive, l'audience commence à 13h, manifestement, il n'était pas dans son état normal, il avait probablement passé une nuit blanche, parce qu'il avait fêté son anniversaire, et il s'assoit et imaginez qu'il est là, hein, là où vous êtes. Et il est impressionnant, physiquement massif, et manifestement, il commence à parler avec ses avocats, et il parle de telle manière qu'il veut à l'évidence que je l'entende. Et il commence à dire des choses qui ne me plaisent pas, pardon, et il les évoque de plus en plus fort. À ce moment-là, le tribunal n'est pas encore là, hein, il n'y a que nous. Je lui dis, ça veut dire quoi ce que vous dites ? Et puis il ne répond pas. En définitive, je termine cette anecdote, j'ai exigé des excuses et il a fallu attendre 5 heures pour que l'audience commence véritablement. Donc j'ai des souvenirs comme ça qui sont forts, denses, et face à moi, quand j'ai fait mon réquisitoire, j'avais un de ses lieutenants, Roger Olindre. Ses yeux auraient été des pistolets,
vous ne me verriez pas ce soir ici. Hein. Il est clair que... mais Le Pen, ensuite, a dit à un journaliste que il m'a reconnu, je ne vous donne pas la phrase complète, un certain talent. Donc, bizarrement, le fait d'avoir eu cet incident avec lui, loin de me déstabiliser, m'a rendu presque plus décontracté. Parce que je me suis dit, avec un tel incident, on aurait presque pu comprendre que je ne sois pas totalement objectif. Heureusement, j'espère l'avoir été. Lina, je pourrais continuer. Il y a eu et puis à la cour d'assises, j'en ai eu évidemment durant plus de 20 ans, un certain nombre. Il y a eu l'affaire Émile Louis, par exemple, celui qui avait tué 7 malheureuses jeunes filles handicapées qu'il convoyait dans un bus. Il y a eu celui qui avait voulu tuer Jacques Chirac. Alors, je pourrais être celui qui a tué, assassiné René Bousquet. J'espère que ces mots et ces noms propres renvoient des choses dans vos belles têtes, hein, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous. Et au fond, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des affaires médiatisées, j'en ai cité quelques-unes, mais parfois les plus passionnantes étaient celles qui ne l'étaient pas. C'est-à-dire que des crimes intrafamiliaux avec une sorte de tension, de dramatisation constante. C'était la cour d'assises, au fond, si je peux me le permettre, pour moi, c'était la continuation d'une vie qui a besoin d'être intense, extrême. Si je n'avais pas eu la cour d'assises durant 20 ans, je ne crois pas, je ne serais pas devenu un voyou, je l'espère. Mais du moins, je n'aurais pas trouvé, avec la cour d'assises, un espace où j'aurais pu, à force de compréhension et à force d'analyse, comprendre les ombres de la vie, les tréfonds de la nature humaine, tout ce qui fait que, évidemment, derrière la surface, nous sommes gangrenés, nous sommes envahis, nous sommes parfois enrichis par une multitude de données, d'ombres, de suppléments, de compléments qu'on ne veut pas toujours voir parce qu'on n'aime pas trop regarder ce qui gît en nous-mêmes. Alors qu'il le faut profondément, c'est la lucidité à une rançon, mais c'est une très belle qualité. Pardon Lina, je pourrais développer ça beaucoup plus, mais je ne veux pas ressembler au vieux combattant qui parle pendant 1 heure sur des affaires qu'il a eues, mais certainement d'autres questions vont me conduire à peut-être parler d'autres affaires et à venir parler des médias ou de plein de choses. Allez. Qui est-ce qui se lance maintenant? On a eu Lina, maintenant ça devrait... Allez-y, bravo. Votre prénom? Ethan, d'accord. Oula. C'est une question qu'on doit vous poser souvent, comment avez-vous fait pour vous reconnecter au monde réel après tous les épouvantages que vous allez pouvoir entendre à la Alors Ethan, très amicalement, un reproche. Plus fort, et vous articulez, Ethan, vous avez parfaitement posé votre question, mais n'hésitez pas à articuler. On peut parler doucement ou fortement, mais ce qu'il faut, c'est articuler. Moi, j'ai une voix de stentor. Hein. Malheureusement, même dans le murmure amoureux, je parle trop fort. Vous voyez, donc... Mais n'empêche, il ne faut pas suivre mon exemple. Donc, Ethan, est-ce que je peux vous demander, vous vous relevez et vous parlez bien fort? Très bonne question. Mais en fait, merci d'avoir bien voulu la reposer. Ethan, c'est une question très importante parce que durant ces plus de 20 ans où j'ai été aux assises,
dans la première partie de cette vie, j'allais dire entre guillemets criminelle, j'avais l'impression d'accomplir mon devoir, d'assumer un métier formidable où je faisais du bien. Et puis peu à peu, j'ai été atteint par une sorte de mélancolie, de morosité, où je me reprochais de ne pas faire du bien, en quelque sorte, comme un médecin ou comme un chef d'entreprise qui crée des biens, qui aide des consommateurs. Je n'avais plus le sentiment d'apporter des bienfaits. Et parce qu'évidemment, même si l'avocat général, l'avocat de tous les citoyens, apporte profondément des choses positives, puisqu'il permet de réprimer le crime et donc de favoriser la tranquillité au sein de la société, je n'apportais pas du bien comme les professions que je viens d'évoquer, notamment celle de médecin. Et à ce moment-là, je suis parti dans un poste politique où j'ai été conseiller auprès d'un président qui s'appelle Monory, vous n'en avez peut-être pas entendu parler. J'étais au Sénat dans un cadre très luxueux et malheureusement, j'avais le handicap de devoir aider René Monory à s'intéresser à deux matières qui ne l'intéressaient absolument pas, qui étaient culture. Vous savez, je vais vous poser des questions, vous deux, parce que vous n'écoutez pas. Et c'est très bien, parce que ce que vous devez vous dire, ça doit être passionnant, mais il faut que tout le monde l'entende. Alors vous y passerez tout à l'heure à la question. Vous voyez, ça c'est typiquement le contraire de ce qu'il faut faire. Est-ce que, imaginons que vous fassiez une conférence. Je suis devant vous. Vous aimeriez que je montre à quel point ça ne m'intéresse pas? Non mais, je le dis très gentiment. Hein. Vous trouveriez, vous diriez, eh bien c'est pareil, on ne parle pas quand quelqu'un parle. Mais qu'il ait 20 ans, qu'il ait 18 ans, qu'il ait 30 ans, ou qu'il en ait 81 comme moi. C'est une question de tenue, de politesse et de concentration. Et je suis sûr que vous allez me poser de très bonnes questions tout à l'heure. Et donc, quand je suis revenu de ces 3 ans au Sénat, où on parlait de justice et de culture, je suis revenu à la cour d'assises. Ma première affaire, ça a été l'assassinat de René Bousquet. Et là, j'avais repris confiance en moi et dans le rôle qui était le mien. Et donc, j'ai compris à ce moment-là qu'être avocat général, être l'avocat de tous les citoyens, c'était aussi faire du bien. Il y a une très belle phrase de Simenon qui parle du commissaire Maigret, et il dit « Le commissaire Maigret raccommode les destinées humaines ». Eh bien, en quelque sorte, l'avocat général que j'étais voulait faire ça. Vous voyez, donc j'ai eu une période où j'ai eu des doutes, et puis après, ça allait mieux. Je me suis rendu compte, alors, je pouvais mal ou bien faire mon métier, j'espérais bien le faire. Mais en tout cas, à partir de mon retour du Sénat à la cour d'assises, je n'avais plus de doute sur la légitimité ni l'utilité de mon métier. Ethan, vous avez posé une très bonne question, bravo. Non, mais vraiment. Hein. Est-ce que vous vous sentez en forme? Je sens que vous avez envie de les poser, ces questions, depuis tout à l'heure. Ne croyez pas que je vous cherche, hein, mais je suis tellement impatient de savoir ce que vous vous racontiez. Je suis très curieux, une vraie concierge. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, d'abord? Bravo, bravo. Quel est votre prénom? Pardon? Parlez bien fort, Kédia. Kédia. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est pas connu forcément par tout le monde, vous voyez. Alors, Kédia, quelle est la question que vous voulez poser? Non, je demandais juste à le président que vous avez cité, le président Moko.
connaissais pas. Alors, Kédia, pardonnez-moi, je dois devenir sourd certainement avec l'âge, mais je n'ai rigoureusement rien compris. Non, je lui demandais si elle connaissait le président que vous avez cité, le président parce que moi je le connaissais. Monory. Parce que je ne le connaissais pas. Vous pouviez me le demander, Kédia. Est-ce que vous êtes une timide ou pas? Je vous fais pas peur, j'espère. Non, ben alors, eh bien, vous voyez, président Monory a été... Bravo, Kédia. On considérera que c'est une question, d'accord? Et c'est un homme qui a eu un parcours très particulier. Il a commencé comme garagiste à Loudun. C'est lui qui a créé le Futuroscope. Et il est devenu ministre de l'économie, président du Sénat. Et c'est à ce moment-là que je suis venu chez lui comme conseiller. On était 6 ou 7, hein. Mais c'était un homme d'un égoïsme forcené, mais n'empêche qu'un être très original dans la vie politique, puisqu'on connaît très peu de politiques qui commencent comme garagistes. Voilà. Donc, René Monory, il est mort maintenant, et donc je suis resté 3 ans avec lui. Il était très, très égoïste, hein. C'est assez... Peut-être que l'homme politique ou la femme politique est condamné à être un peu égoïste, mais il l'était beaucoup. Il l'était beaucoup, mais n'empêche que je garde évidemment un souvenir. Durant 3 ans, j'ai été dans un cadre magnifique où j'ai rencontré des sénateurs de gauche, de droite, et je ne peux pas oublier cette période pour moi, puisqu'après, comme je l'ai dit à Ethan, je suis revenu à la cour d'assises avec une affaire d'emblée qui m'a passionné, l'assassinat de René Bousquet. Alors, qui est-ce qui, maintenant, après cette question obligatoire que j'ai posée, allez-y, bravo. Vous permettez que nous avons là une chance? Alors, votre prénom? Alors, je m'appelle Elina. Elena, pardon. Et ma question, c'était comment vous êtes rendu compte que vous voudriez continuer à travailler à la cour d'assises, malgré toutes les horreurs que vous avez pu voir? Ah oui, mais c'est une très bonne question, Elena, de la même que celle que j'ai obligé Kédia à poser. Mais c'est le fait que, comment dire, d'abord, j'ai compris, je l'ai dit tout à l'heure très vite, que je ne voulais pas enseigner, je n'aime pas être professeur, j'aime bien inventer à chaque fois ce que je dis. Alors que le professeur, même les plus brillants, ils répètent intelligemment ce qu'ils ont appris. Et donc, la cour d'assises a été pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une continuation d'une existence personnelle qui a besoin d'intensité, d'extrémité. Je ne supporte pas la vie lorsqu'elle est monotone. Et ça me conduit à avoir parfois des réactions un peu vives, n'est-ce pas, Kédia? Et donc, je me suis rendu compte que profondément, si je n'avais pas eu ce rôle d'avocat général durant 20 ans, il m'aurait manqué quelque chose de fondamental, parce que j'ai découvert la passion de comprendre l'humain, qu'il ait commis un crime atroce, plusieurs crimes atroces, ou que j'ai demandé sa condamnation, ou que j'ai demandé son acquittement. Vous voyez, Elena. Donc, ça ne m'a jamais... et quand j'ai quitté la cour d'assises, j'ai pu, grâce à cet institut de la parole, d'une certaine manière, j'ai continué à cultiver cette passion de la parole, sauf qu'évidemment, je ne vais pas terminer ce soir, comme les fois précédentes, par des réquisitions de réclusion à perpétuité. Vous voyez, là, c'est une pure bienveillance que j'ai à votre égard. Donc, j'ai compris que j'avais besoin de l'univers criminel, que c'était un honneur pour moi de permettre la sanction des gens qui avaient commis le pire, ou de faire en sorte que certains soient acquittés, parce que j'estimais que les preuves contre eux n'étaient pas suffisantes. Un avocat général a 3 attitudes possibles.
où il démontre la culpabilité de l'accusé quand celui-ci ne l'admet pas. Il y en a qui arrivent et qui avouent. Et donc là, il a uniquement à démontrer aux jurés quelle peine ils doivent édicter, et on peut le faire d'une manière très cohérente, très logique, ou bien il considère qu'il n'y a pas assez de preuves pour le condamner, et alors il est obligé de dire « je n'ai pas assez de preuves pour requérir une condamnation », eh bien il demande l'acquittement, ou alors le troisième élément, il peut réclamer un acquittement s'il considère, s'il est persuadé plutôt que l'accusé dans le box n'est pas le coupable, s'il sait qu'ailleurs on a découvert le vrai coupable. Alors là, c'est un acquittement, mais un acquittement, comment dirais-je, de l'innocence, alors qu'avant, c'est l'acquittement au nom du doute. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, n'hésitez pas à intervenir, hein, vraiment. Est-ce que vous voulez encore dire quelque chose, Elena, Donc, je n'ai jamais... Quand je quittais la cour d'assises, au bout de 2-3 jours, parfois des affaires ont duré 2 mois, j'oubliais de vous dire que j'ai eu, par exemple, une grosse affaire qui a duré plus de 2 mois, le gang des barbares, Youssouf Fofana. Et au fond, quand on quitte la cour d'assises, on a l'impression, en effet, que la vie ordinaire est tiède, qu'au fond, on quitte un univers effervescent, douloureux, tragique, et on retrouve la vie de tous les jours. Mais cette vie de tous les jours, c'est la nôtre, c'est celle qu'il faut vivre honnêtement, honorablement. Mais parfois, vous avez eu raison de le dire, ça fait un hiatus, un gouffre entre l'avocat général qui doit requérir dans des affaires terribles, et puis l'homme bilgère, le citoyen qui vit la vie de tous les jours le moins mal possible. Voilà. Ah, allez-y. Alors, votre prénom ? Je m'appelle Marie. Marie. C'est un très beau prénom. Merci. Alors, la question que j'ai à vous poser, elle a un peu plusieurs volets. Un peu avant le début de la conférence, du coup, quand Madame Amandine est venue dans notre classe, elle a dit, la personne qu'on devait avoir en conférence, je me suis un peu renseignée sur vous et j'ai vu que vous aviez écrit pas mal de livres. Oui. Du coup, au début de la conférence, vous avez dit que vous n'aimiez pas le droit. Oui, c'est vrai, je ne l'aime pas du tout. Vous vouliez être écrivain. Voilà. Je ne sais pas si c'était un rêve ou une ambition, mais je vais me permettre de penser que c'est une passion que vous nourrissez, parce que jusqu'à présent, malgré le fait que vous ayez quand même évolué dans le droit, vous avez continué à écrire des livres. Du coup, ma question est de savoir, étant donné que vous êtes resté dans le domaine pendant pas mal de temps, pourquoi vous n'avez pas arrêté le droit, et quand vous avez une certaine notoriété, pourquoi vous ne vous êtes juste pas concentré sur le métier d'écrivain? Parce que je me dis que si vous aviez une certaine notoriété, ça aurait pu mettre plus en avant votre œuvre, donc vous auriez pu avoir de la notoriété, passer de la notoriété en tant que personne de droit à écrivain. Pourquoi vous n'avez pas arrêté? Pourquoi vous n'avez pas suivi votre rêve de base, étant donné que le droit de base, vous l'aimez pas? Mais Marie, merci pour votre question. Je vais y répondre sincèrement. C'est que, d'abord, Marie, comment dirais-je, imaginons que les livres que j'ai écrits aient obtenu le succès de, par exemple, Michel Houellebecq. J'aurais eu des sommes fabuleuses à ma disposition. Mais mes livres, qui ont été acceptés par beaucoup d'éditeurs, je vais vous décevoir, Marie, comme vous avez une haute opinion de moi. Non, je veux dire, j'ai été content de les vendre, mais ce qui m'importait dans le fait d'écrire des livres, c'était de pouvoir les défendre dans les médias après. Alors, il y en a certains qui n'ont pas connu que des insuccès. Vous voyez, le Guignol et le Magistrat, par exemple, il a eu relativement du succès. Le premier, un avocat général s'est échappé. Il aurait eu beaucoup de succès si en même temps
n'y avait pas une invasion de l'Irak. Vous voyez, donc je pouvais reprocher à la vie internationale de ne pas tenir compte de mes ambitions. Donc c'est une très bonne question. Et au fond, Marie, même si j'avais réussi absolument en tant qu'écrivain, je crois que j'aurais continué à faire les deux. Parce que j'ai dit tout à l'heure que j'ai eu la chance d'échapper à ma détestation du droit, puisque j'ai eu deux justices de luxe, je l'ai rappelé, la liberté d'expression et la cour d'assises, qui sont deux structures très importantes, mais qui n'exigent absolument pas le droit. Vous voyez, la liberté d'expression impose des règles et des principes qui relèvent plus du byzantinisme intellectuel que du droit pur. Et la cour d'assises, elle, comme elle est faite pour les jurés, elle impose plus de culture générale et de compréhension psychologique que, à proprement parler, de l'analyse juridique. Et donc, en ce sens-là, j'ai pu, je l'espère, mener le moins mal possible 40 ans de magistrature. J'ai commencé par un poste de juge d'instruction à Lille, et puis ensuite j'ai été à Bobigny, où j'ai découvert la cour d'assises, et puis ensuite Paris. Donc j'ai pu continuer à mener de front à la fois la passion que j'éprouvais pour la magistrature et la justice, et puis bien sûr la passion d'écrire, parce que je ne l'avais pas seulement pour des livres. Vous voyez, je tiens un blog depuis longtemps et j'essaye d'écrire tous les 2 jours sur tous les sujets qui se présentent. Et puis, il y a les médias où on parle, vous voyez, on dialogue, où on est contredit. Donc, il me semble que, à la pertinence de votre question, Marie, je peux répondre de manière sincère. Si je n'ai pas quitté une activité pour l'autre, c'est qu'il me semble que de pouvoir mener les deux m'a comblé. Vous voyez, et donc je n'ai pas eu à me poser cette question qui aurait représenté certainement un arrachement. Ceci étant dit, je serais devenu Michel Houellebecq, j'aurais quitté la magistrature, ça n'aurait pas été une tragédie pour moi, hein, objectivement. Alors, Marie, une autre question, bravo. Je voulais savoir, étant donné que vous avez eu à être juge d'affaires assez lourd, est-ce que vous avez déjà reçu des menaces de mort? Ah, j'en ai... Alors, directement, non. J'ai parfois, mais vous voyez, de la même manière que je savais, à la fin d'une session, c'est-à-dire session 2, 3, 4 affaires criminelles, qui commençaient le premier jour du mois et qui se terminait pour moi à mi-mois, le 15 janvier par exemple. Le reste du temps, je pouvais faire ce que je voulais. L'essentiel, c'était de me retrouver le mois suivant en connaissant les dossiers. Mais j'aurais pu aller les étudier où je voulais. Et donc, en réalité, Pardon, Marie, excusez-moi, vous demandiez... Ah oui, alors, je savais, à la fin de la session, qui allait m'écrire. Parfois, des jurés m'écrivaient pour me demander des précisions. Ils voulaient que j'intervienne, parce qu'ils se créaient parfois des associations entre eux, et ils voulaient que je vienne leur parler plus librement. Et puis, les accusés... Je l'ai connu, certains, j'étais persuadé qu'à la fin de la session, ils m'écriraient. Alors, c'était pas facile de leur répondre, parce que j'ai toujours dans ma vie répondu aux courriers qu'on m'adressait. Et un accusé, c'est parfois pas évident de lui répondre quand, après l'avoir fait condamner à la perpétuité, il vous envoie ses vœux pour la nouvelle année. Mais ça m'est arrivé et je réponds tout de suite. Et c'était tellement rare dans les prisons qu'à chaque fois, ils vérifiaient
si c'était bien moi qui avais fait la réponse. Parce qu'il se disait, c'est peut-être un piège, on ne sait jamais, qui sait, est-ce que c'est vraiment un magistrat, celui qui répond? Mais imaginez la formule de politesse que j'avais à trouver pour un homme condamné à perpétuité et qui me demandait, et qui gentiment m'adressait ses vœux, alors que lui allait rester un certain temps en prison, et donc je pouvais difficilement lui dire, par exemple, sans ironie, bonne continuation, vous voyez. J'étais obligé de lui dire, trouver une formule. Et puis, même d'autres qui avaient, durant le procès lui-même, avaient manifesté des dons très importants. Je pense à François Besse, le lieutenant de Mérine, ou d'autres, qui avaient... J'avais parfois des conversations à l'audience avec les accusés, des échanges qui dépassaient le strict plan judiciaire. Par exemple, je parlais à l'instant François Besse, le lieutenant de Mérine, ou un autre qui m'avait impressionné, Ferrara, celui qui était un spécialiste de l'évasion. Il est condamné, et avant d'être condamné, il y a une de ses maîtresses qui arrive et qui fait la maline, qui dit manifestement, elle cherche à montrer en réalité qu'elle n'est pas consciente de la gravité de ce qui lui est reproché, et d'une certaine manière, elle l'enfonce, parce que rien de pire pour des jurés qui ont à juger un accusé qui a commis plusieurs crimes que de voir sa compagne comme témoin venir presque rigoler de la tragédie qu'il a causée. Et puis à un moment donné, lorsqu'elle est partie, je m'adresse à Ferrara, je lui dis, mais regardez, vous êtes intelligent, c'est évident, vous savez beaucoup de choses, mais est-ce que vous avez un jour pensé à mettre du bon côté de la vie tout ce que vous avez mis du mauvais côté? Sa spécialité, c'était d'attaquer les fourgons. Et il le faisait très bien, mais avec tous les risques qui vont... Et il m'a regardé avec un très bon sourire, on s'entendait très bien, mais il m'a dit, mais monsieur l'avocat général, vous ne croyez pas que je vais aller dans la vie ordinaire simplement pour gagner le SMIC. Et donc, il justifiait les crimes qu'il commettait. Je lui ai dit, mais regardez, vous les avez commis et maintenant vous allez rester un temps fou en prison. Il est sorti depuis et j'espère, je touche du bois, qu'il ne va pas recommencer. Vous voyez, la cour d'assises, ça a été aussi pour moi le lieu d'échange formidable avec quelques accusés très intelligents et d'autres plus limités, et avec la particularité très importante, on en parlait tout à l'heure, que certains disposaient d'un avantage que les autres n'avaient pas, c'est que quelques-uns rares savaient parfaitement manier le langage, alors que d'autres, nombreux, ne savaient pas manier le langage. Et donc, combien de fois j'ai entendu des accusés vouloir sincèrement s'excuser d'avoir commis un viol, mais le faire si maladroitement qu'on avait l'impression qu'ils disaient l'inverse. Vous voyez, donc, le langage, c'est fondamental dans la vie, j'en parlais tout à l'heure, c'est fondamental, c'était fondamental aux assises, c'est fondamental tout le temps. Tout le temps, ça permet à la fois de communiquer, de transmettre, de faire bien voir, si vous me permettez cette expression, et d'être apprécié dans la vie. Oui, allez-y. Votre prénom, alors? Paulette. Comment? Paulette. Alors, vous nous avez parlé de votre expérience, votre longue expérience à la cour d'assises. Alors, j'ai toujours trouvé que les procès en cour d'assises avaient un côté assez théâtral, assez dramatique. Donc, si vous me le permettez, j'ai deux questions.
Oui. Ma première question, c'est comment vous avez su à votre sortie d'études comment interpréter votre rôle de magistrat? Et ma deuxième question, vous parlez également du langage. Quelles sont les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession de magistrat? Une double question très pertinente, décidément. C'est un public de choix, de qualité. Alors, d'abord, puis-je vous contredire, mais très gentiment, ce que vous avez dit sur la théâtralisation, beaucoup de gens le disent. Moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça, vraiment, parce que je n'ai jamais joué un rôle, comprenez bien. C'était le même Bilger qui peut être agaçant lorsqu'il critique Kédia, qui critiquait les jurés qui n'écoutaient pas. Vous voyez, je ne me suis jamais divisé en avocat général et en homme qui pouvait être agréable ou non. J'étais toujours le même et donc j'ai toujours vécu la cour d'assises comme un lieu de douleur, de tragédie, de vérité et de sincérité en ce qui me concerne. Hein. Et puis, ensuite, vous demandiez, pardon, sur les aptitudes. Alors, c'est très simple déjà, comme vous l'avez fait, une très bonne voix qu'on comprend, qui est claire. Ça, chacun a la voix qu'il peut. Hein. Je ne prétends pas changer les natures. Moi, je parle fort, j'ai d'autres défauts. Mais donc, il y a d'abord articuler, regarder la personne à qui on parle. Et si vous aviez à parler devant 50 personnes, vous feriez la même chose. Sauf qu'évidemment, vous ne pourriez pas suivre des yeux l'ensemble de gens qui vous écoutent. Mais c'est important tout de même. Pensez toujours que le regard parle de la même manière que le regard écoute. Et donc c'est extrêmement stimulant quand on fait un propos ou qu'on fait un discours de voir comment le regard des autres et les oreilles des autres, bien sûr, vous écoutent et la concentration et l'attention qu'on vous offre. Donc ça, c'est fondamental, c'est presque physique, si vous voulez. On commence comme ça, regard, articulation, voix. Et puis ensuite, ça c'est le point de vue que je développe avec mon Institut de la parole. Je considère que la qualité de la parole dépend de l'affirmation de la personnalité. Autrement dit, contrairement à l'évidence, vous avez une personnalité et un tempérament, j'en suis sûr, énergique. Eh bien, il serait catastrophique quand vous aurez un discours à faire que vous les effaciez. Il faut mettre véritablement ce qu'on est, avec ses qualités, avec ses dons, avec ses facultés, dans ce qu'on va dire. Vous voyez? Et ça veut dire qu'au fond, si vous veniez me voir, là, si j'avais à vous parler dans le cadre de mon Institut de la parole, je dirais, nous deux, on a à s'appuyer sur les vertus qu'on a en commun. J'espère avoir les mêmes que les vôtres, c'est-à-dire clarté, liberté, sincérité, spontanéité, invention de ce qu'on a à dire. Alors, parfois on ferait des fautes dans le style et la forme, mais ça n'est pas grave. Ce qu'il faut véritablement, c'est avoir une parole qui représente un élan de vie, une coulée d'existence. Si vous aviez maintenant à faire un discours sur un sujet que vous choisiriez et durant la durée que vous mettriez en œuvre, eh bien, je serais beaucoup plus préoccupé par votre intensité de vie et d'oralité que par le fait que vous utilisez ou non des imparfaits du subjonctif. Vous voyez, si vous les avez, tant mieux, mais c'est plutôt ça qui compte. Et donc, à mon avis, continuez dans vos propos, demain dans vos discours, comme vous avez su poser votre question, et je suis sûr que vous aurez du succès. On avait une autre question ici, madame. Vous vouliez poser? Oui, Moi, c'est Léna. Léna. Oui. Du coup, je voulais savoir si, selon vous, la médiatisation de certains procès peut avoir un impact sur les décisions de justice qui sont prises à l'issue du procès. Bravo. Mais
vraiment, Amandine, j'espère que rien n'a été préparé avant, parce que sinon ce serait de l'arnaque. Hein. Non, mais bravo, c'est des questions très, très intelligentes, bravo. Alors, certainement, hein, je dépasse un peu le cas de l'avocat général. Même, il est évident que des jurés qui rentrent le soir, s'ils regardent les journaux télévisés, parlent avec leur épouse ou leur époux, ne respectent pas totalement le secret de l'audience et de ce qu'ils ont entendu, eh bien, il est évident que les médias peuvent avoir une influence sur les gens. Mais pour l'avocat général, à la fois, je ne me suis jamais privé de lire les journaux durant les audiences pour connaître éventuellement ce qu'un journaliste avait pu dire de bien, ça peut arriver hein, tout de même, sur une affaire, et ce que les autres n'avaient pas compris d'une affaire, par curiosité. Et puis, mais en même temps, ça n'a jamais eu l'ombre d'une influence sur moi, si vous voulez. Je dirais même qu'il m'est arrivé dans certains réquisitoires de consacrer une partie importante au fait que les médias, avant le procès, avaient déjà dit beaucoup de choses fausses sur l'affaire elle-même. Et donc, je ne crois pas, enfin j'espère, n'avoir jamais été influencé par des médias, surtout qu'en réalité, j'ai toujours été très compulsif dans la lecture des journaux, Internet et après tout ça. Et en réalité, chacun des journaux pouvait constituer une contre-information pour l'autre, vous voyez. Donc j'avais une plénitude d'informations à ma disposition et donc je ne crois pas. Mais vous auriez d'autres avocats généraux qui viendraient vous le dire, ils considéraient peut-être que les médias ont une influence délétère. Mais en tout cas, et juste pour rester dans le registre de votre interrogation, mais ce que j'ai toujours détesté, je ne l'ai jamais fait, c'est lors des suspensions, dans le cadre des procès, d'aller parler aux journalistes en attendant la reprise de l'audience. Vous voyez, lors d'un procès, je n'ai jamais parlé à des journalistes qui étaient là et qui attendaient que les parties au procès viennent leur dire quelque chose. Non, je me taisais, disons, jusqu'au bout. La seule fois où j'ai dû justifier un arrêt de condamnation, c'était dans l'affaire dont je parlais tout à l'heure, Fofana et le gang des barbares, où là, les journalistes n'avaient pas compris, et donc je suis allé défendre l'arrêt. J'étais dans le premier procès, et en réalité, mes réquisitions avaient été suivies, et normalement, il n'aurait pas dû y avoir d'appel, mais sous l'influence de l'avocat de la famille Halimi, il y a eu un appel, et en appel, je n'étais plus l'avocat général, mais c'est la seule fois où je suis allé dans les médias, en l'occurrence RTL, pour dire pourquoi l'arrêt était bon et pourquoi, à mon avis, il ne fallait pas relever appel de la décision. Voilà. Oui ? Alors, si vous le permettez, là, je vais solliciter, il y a déjà eu un homme, Ethan, qui est intervenu, bravo. Il sauve la jante masculine, mais il y en a deux là. Celui-là, il va passer dans le collimateur d'une question tout à l'heure. Et bien sûr, alors vous permettez qu'on fasse passer. Allez-y. Je m'appelle Hamid. Hamid, Hamid, oui. d'accord. Bon, en droit constitutionnel, nous avons appris qu'il y avait trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Bon, en tant que magistrat, vous avez plus d'expérience et en tant qu'aussi avocat, 20 ans d'expérience. Est-ce que vous avez assisté à des audiences où les décisions ont été influencées par les pouvoirs politiques?
Alors, moi, j'ai été étonné que cette question ne soit pas encore arrivée, mais vous l'avez posée et vous avez tout à fait raison de l'avoir posée. Moi, alors je vous réponds sincèrement, aussi sincèrement que vous formulez votre question. Je n'ai jamais directement, hein, je le dis clairement, eu une influence politique qui m'aurait prescrit de prendre des réquisitions. En revanche, pour continuer à être franc, il m'est arrivé de discuter au sujet de certaines affaires avec le procureur général, c'est-à-dire mon chef à la cour d'appel, et je n'ai jamais ressenti ces échanges comme des instructions. Vous voyez, je ne les aurais pas acceptées de toute manière. Parce que, pour vous donner un exemple, à une certaine époque, quand j'étais aux assises, il y avait les supérieurs, les avocats généraux qui surveillaient un peu le service des assises, qui me faisaient venir et qui me disaient « Bilger, qu'est-ce que vous allez demander dans cette affaire ?» Eh bien, je répondais « Mais monsieur l'avocat général, je ne le sais absolument pas, puisque je ne le saurai qu'à la fin des audiences. » Et au début, ça créait des problèmes, vous voyez. Bon, on n'aime pas, en général, dans la vie, là où le service hiérarchique existe, être contredit en permanence. Et puis, peu à peu, quand j'ai acquis une certaine expérience, autorité, les médias, ça fait beaucoup. Quand on a du succès dans les médias, on est un peu protégé, vous voyez. On ne m'a plus posé ce type de questions. Mais j'ai pu discuter alors avec le procureur général du gang des barbares ou d'autres affaires, mais je n'ai jamais eu d'instruction où on m'a dit « vous allez demander ça ». Et d'ailleurs, on me l'aurait dit que je ne l'aurais pas respecté, sauf si, évidemment, à la fin de l'audience, j'avais été d'accord avec ce qu'on m'aurait ordonné. Mais là, pour continuer à être encore plus sincère, ça demande des efforts, vous voyez. Ça n'est pas évident. Je me suis non pas ruiné la santé, c'est pas le mot, au contraire, mais quand on doit dire non en permanence à des atteintes à votre indépendance, quand des gens théoriquement supérieurs à vous, dans le cadre hiérarchique, vous demandent des choses que vous n'avez pas envie d'accepter et qu'il ne faut jamais rien céder, c'est un peu fatigant. Vous voyez, donc, ce qui fait qu'à la fois, je me suis toujours senti très libre, comme avocat général, mais en même temps, toujours tendu, en quelque sorte, parce que j'avais à résister aux atteintes qui pouvaient être faites à ma liberté. Donc, je vous fais une réponse complexe, mais que je crois exacte par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Et ce qui fait aussi, pour ne rien vous cacher, j'ai fait un certain nombre de conférences où le thème c'était « Parcours atypique d'une personnalité inclassable ». Alors, la personnalité inclassable, c'était moi. Mais on peut être inclassable et être parfaitement désagréable. Vous voyez, inclassable, ça ne veut pas dire qu'on est bien, forcément. Mais ça montre à quel point, durant 40 ans, je me suis senti dans la vie judiciaire, à la fois, certains me l'ont dit, incontestable techniquement, mais en même temps dissident. Vous voyez, je n'étais pas l'homme considéré comme le plus sympathique dans l'univers judiciaire, parce que d'abord, sauf ce soir, je déteste le nombre et le pluriel, mais là, c'est un pluriel de qualité, et qu'en général, j'aime énormément la solitude, même dans les institutions, parce que c'est le meilleur moyen pour, comment dirais-je, sauver ce qu'on a d'essentiel. Voilà. Oui, allez. Alors, pardon, j'avais complètement oublié, bravo. Si je me permets. Alors, pour rester dans le cadre des questions de mes camarades, j'en avais
avais une, et je pense que vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus. Est-ce que, pour vous, vous trouvez que les juges, justement, comme vous l'avez été vous-même, sont et respectent les exigences de l'impartialité qu'exige l'article 6 de la CEDH ou pas, pour l'avoir vécu vous et avoir eu un regard extérieur en tant qu'avocat général? Alors, je vais dire d'abord, je l'espère. Ensuite, étant réactionnaire profondément, c'est-à-dire considérant que les personnalités, les tempéraments valent plus que les lois et les textes. Ça ne veut pas dire que les textes et les lois sont inutiles. Il faut les respecter, mais ça a été peut-être dans ma vie politique mon seul point d'accord avec quelqu'un qui a beaucoup de talent, mais dont je n'ai pas été fou, Nicolas Sarkozy, même s'il a fait en 2007 une formidable campagne. Après, il m'a un peu déçu. Mais il disait une chose juste, il disait une mauvaise loi appliquée par quelqu'un de bien, homme ou femme, il n'y aura pas de dégâts. En revanche, il disait une bonne loi appliquée, j'allais dire une grossièreté devant vous, mesdames, par quelqu'un de médiocre, eh bien, ça peut créer des ravages. Eh bien, c'est très vrai. Donc, vous voyez, je n'ai jamais raisonné, par ignorance aussi, certainement, je n'ai jamais été passionné, dans le cadre de ma pratique judiciaire, par les problèmes institutionnels, ni les discussions sur le sexe des gens. On est autorité judiciaire, on n'est pas pouvoir judiciaire. Ça ne m'a jamais passionné à partir du moment où je considérais que le seul devoir qui m'était imposé, c'était de donner de ma pratique et de mon rôle la meilleure image possible. Et donc, au fond, je ne sais pas si parfois des magistrats n'ont pas violé les règles d'impartialité, d'honnêteté et, j'allais dire, de sérénité. Vous avez certainement entendu parler du mur des cons qui, malheureusement, a été fait par le syndicat de la magistrature qui a trouvé le moyen de mettre sur ce mur des cons non seulement des personnalités politiques qu'il n'aimait pas. Moi, j'avais l'honneur d'y être et je l'ai vécu comme un honneur parce qu'en réalité, le syndicat de la magistrature que j'ai connu à son origine était composé à l'origine de gens brillants, mais qui étaient animés par une idéologie qui consistait plus à se servir de la justice qu'à la servir. Et donc, à partir de là, le magistrat, qu'il soit juge ou avocat général, devant un tribunal ou devant une cour d'appel, doit être en permanence, et c'est ce que je disais à notre ami tout à l'heure, tendu dans l'obsession de ne jamais violer des règles qu'on attend de lui. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai eu souvent comme juge d'instruction ou même avocat général, ce qu'on appelle des auditeurs de justice, c'est-à-dire des élèves magistrats. Eh bien, vous avez remarqué que comme je suis un caractériel, il y a des gens qui me sont immédiatement sympathiques et d'autres qui le sont moins. Eh bien, à chaque fois que j'avais un auditeur de justice qui ne me plaisait pas, et ça peut venir d'emblée, je peux vous déplaire là, dès la première seconde, mon ton, mon apparence, ce caractère faussement autoritaire, trop désagréable à Kézia, ainsi de suite, ça peut déplaire. Mais vous voyez, je faisais en sorte, à chaque fois que j'avais conscience du fait que j'étais moins à l'aise avec tel ou tel qu'avec tel autre, presque de faire
le trajet inverse. Autrement dit, de ne jamais risquer d'être injuste parce que je le trouvais antipathique. Vous voyez, donc j'espère comme ça n'avoir jamais commis d'erreur. Donc vous voyez, c'est la qualité de la justice, à tort ou à raison, je l'ai vécue d'abord comme l'invention d'une pratique personnelle et qui cherchait à respecter les règles. Mais j'avais trop à faire avec moi-même pour les respecter que pour me demander si tel autre... Alors entendons-nous, j'ai entendu parfois aux assises ou ailleurs des magistrats poser des questions qui étaient honteuses parce que ces questions révélaient évidemment leur parti pris, leur partialité. Et ça, quand j'avais à le faire, je réagissais. Et quand l'avocat en face, mais on n'a pas toujours des avocats talentueux comme Amandine, ne réagissait pas, eh bien, c'était son travail à l'avocat de venir dire, là, la question que vous avez, plutôt ce que vous venez de dire n'est pas impartial. Et donc, tenez, j'ai du temps. Oh, il est quelle heure? Ah ben ça va. Hein. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a longtemps, je n'ai jamais récusé les jurés. Je me disais, je suis particulier, je vais accueillir le peuple français tel qu'il est, tel qu'il résultera du tirage au sort. Mais un jour, j'ai une très grosse affaire, une attaque de la Banque de France à Saint-Nazaire par un groupe, évidemment, quasiment de structures militaires. Ils ont fait le hold-up, le braquage, et le procès arrive. Le premier jour des sessions, on voit tous les jurés, ils se présentent, s'ils ont des excuses à faire valoir, ils les présentent, on peut les dispenser. Je les vois, et il y en a un qui, comment dirais-je, ne me plaît pas. Mais je dis rien, hein, je dis rien. Et le lendemain commence le procès dont je vous ai parlé, et fidèle à mes habitudes, le juré que je n'aime pas est tiré au sort. C'est un docteur. Eh bien, ce docteur, durant les jours où le procès a eu lieu, n'a pas cessé de manifester son opinion, sa partialité, notamment lorsque des témoins policiers venaient, il était clair qu'il détestait la police. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour montrer à quel point il ne respectait pas les règles que les jurés doivent respecter de discrétion, d'objectivité, de sérénité. Et à un moment donné, ça dépasse tellement les bornes que je dis au président lors d'une pause, « Monsieur le Président, moi je vais presque faire un incident en demandant à la Cour de prendre acte d'une question qui est à l'évidence totalement partiale. » Alors il me dit, non, monsieur l'avocat général, ça va créer des problèmes, la bureaucratie. Bon. Je ne le fais pas. L'affaire se termine, ils partent délibérer. Ils reviennent au bout de quelques heures. Les accusés sont condamnés à une peine que je trouve relativement indulgente, mais à la limite, pas grave, ce qui compte, c'est qu'ils soient condamnés. Et le juré en question, manifestement, pardonnez-moi l'expression, il fait la gueule. Et alors que tous les jurés, en général, partent par l'arrière, regagnent les coulisses de la cour d'assises, et que moi, je reste à mon poste,
j'ai toujours tenu, pour ne pas donner l'impression de fuir, je reste là, et je vois le juré, au lieu de sortir dans les coulisses, il descend de l'estrade, il rejoint les avocats des accusés, il dit très fort et très haut « Pardonnez-moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu », et il sort de la salle d'audience. Alors, évidemment, on a ordonné une enquête parce que pour l'affaire très particulière de Saint-Nazaire, on pouvait se dire il a peut-être été corrompu, il a peut-être reçu de l'argent. En réalité, l'enquête n'a abouti à rien. Et le hasard a fait que, des années plus tard, dans un très bon restaurant que je vous recommande, invité par vos parents, à la closerie des Lilas, je vois un type qui me regarde. Parfois, ça se mélange, hein, les accusés, et je dis pourquoi. Et à un moment donné, j'étais avec mon épouse, il se lève. Vous ne me reconnaissez pas? Je dis non. Et puis il me donne un exemple. Il me dit celui qui est parti, et qui est passé. Et c'était lui. Mais il a été tout à fait correct. Mais vous voyez, il y a parfois, j'ai pas connu beaucoup d'incidents comme ça. Mais en fait, tiens, Marie, je n'ai pas répondu tout à l'heure sur les menaces de mort. Eh bien, les menaces de mort, moi, je n'en ai jamais reçu directement. En revanche, j'ai reçu parfois des lettres qui me faisaient très peur sur les enfants, les classes, des gens qui avaient tué des enfants. Dans le cadre d'un divorce, un homme avait étranglé sa petite fille de 6 ans pour, comment dirais-je, faire tomber sa mère dans le malheur. Et donc là, je n'avais rien à faire. En fait, je prenais la lettre et je l'envoyais au procureur du lieu où l'homme était incarcéré, pour que, éventuellement, on sache qu'il était là, qu'il avait écrit cette lettre. Et donc, moi, directement, d'ailleurs, j'avais une méthode, vous voyez, rien de pire pour susciter les menaces que de fuir. Donc, la cour d'assises, comment vous dire? C'est comme si j'avais les coulisses de la cour d'assises derrière moi, et quand le procès est terminé, je ne rejoignais jamais les autres par là, mais quand tout était terminé, je traversais la cour d'assises et j'allais sortir par la porte officielle. Et parfois, je sentais une atmosphère un peu lourde, hein, mais à cause de cela, dès l'instant où on ne montre pas de peur, je n'avais aucune raison d'en manifester, eh bien on est respecté à tel point que parfois j'ai eu une affaire mettant en cause des accusés corses qui avaient commis eux aussi un sacré braquage à la Banque de Genève. Quand le procès est terminé, j'ai un des accusés qui vient me voir et qui me dit « Monsieur l'avocat général, je ne sais pas imiter l'accent corse, hein », qui vient me voir en me disant « La prochaine fois, je vous prendrai comme avocat. » Vous voyez, mais j'ai entretenu avec beaucoup d'accusés des relations. Je n'ai jamais eu de problème parce que malgré l'horreur de ce qu'ils avaient commis, pour la plupart, je les respectais d'une certaine manière. Je n'avais aucune raison d'ajouter comment dirais-je, de la menace à une situation qui déjà était très intimidante. Ils étaient déjà dans le box, vous comprenez. Mon seul souci, c'était de les faire condamner s'ils étaient coupables et s'ils ne l'étaient pas, doute ou innocence, d'obtenir l'acquittement en leur faveur. C'était tout. Mais je n'avais aucune raison de les haïr par ailleurs. Leurs actes, je les haïssais, mais pas eux. Je sens que vous avez envie de poser une question. Hein? Vous voyez, je le devinais. La
question, ça serait en tant qu'avocat avec beaucoup d'expérience. Trop, hein. Si vous devez conseiller de jeunes futurs avocats et apprentis avocats, donc les conseils clés dans leur carrière, ça serait quoi Votre prénom? Zacharia. Pardon? Zacharia. Zacharia. Alors, d'abord, Zacharia, pour rien au monde, je leur dirais de devenir avocat. Hein. Déjà. Asseyez-vous, Zacharia. Non, je leur disais, je regrette d'ailleurs, j'aime beaucoup les avocats au détail. Les plus grands avocats, malheureusement, j'en ai connu quelques-uns qui sont morts. Et il manque énormément à l'univers pénal. Je ne sais pas si les noms vous diront quelque chose. Thierry Lévy, Jean-Louis Pelletier, Pierre Haïk, Hervé Temim, Henri Leclerc. Et c'était d'immenses avocats. Mais tout de même, en gros, je préfère qu'on devienne magistrat pour deux raisons. D'abord, parce que je crois que quand on a le choix, mais j'ai du respect pour l'avocat. Certains, hommes ou femmes, sont possédés par l'envie de défendre. Hein, et ils ne vivraient pas ce que j'ai vécu. Mais j'aime bien l'idée que le magistrat trouve la solution. On vient plaider devant lui, on l'écoute, il écoute, pardonnez-moi, et c'est lui qui décide, qui tranche. Et deuxième élément, je pense que pour une jeune femme, en dépit des apparences, la magistrature est un univers où on n'est plus assuré de gravir les échelons d'une manière tranquille, quoi. Vous voyez, je ne dis pas que l'univers du barreau est un univers dangereux, mais je pense que je serais aujourd'hui une jeune femme, je dirais la même chose. Je préférerais devenir magistrat. Et pourtant, mes amis ont toujours été les grands avocats dont je parlais tout à l'heure. Moi, je n'ai jamais voulu l'être véritablement, sauf pendant quelques mois, parce qu'au fond, j'aurais eu le sentiment que j'aurais pu donner libre cours à tous mes défauts. Tandis qu'être magistrat m'a imposé une discipline, un ordre, une cohérence, sinon j'aurais fait n'importe quoi comme avocat. Et donc, à partir du moment où j'ai pu ajuster la magistrature à ce que j'étais, la plier à mes principes, la faire correspondre à mon tempérament, je n'avais aucune raison de devenir avocat. Oui. Alors, votre prénom? Joyce. Pardon? Joyce. Joyce. Jonathan. Au début, vous avez parlé, vous avez dit qu'il fallait être soi-même. Oui. Soi-même de la meilleure façon. Absolument. Oui. Alors, ma question est de savoir quel conseil donnerait l'avocat général aux étudiants que nous sommes pour leur carrière? D'abord, je ne sais pas si c'est concevable, hein, Amandine. Moi, je crois que malgré les apparences, je ne voulais pas devenir magistrat. Et pourtant, c'est le métier, c'est une mission qui m'a plu, vous voyez. Mais si on peut tout de même retarder le plus possible ses choix professionnels pour être sûr de choisir véritablement la voie qui conviendra à ce qu'on est. Souvent, maintenant c'est trop tard évidemment, longtemps j'ai caressé l'idée que j'aurais pu être autre chose. Réalisateur, j'aurais beaucoup aimé être metteur en scène, réalisateur de cinéma, pas seulement comme François Truffaut pour tomber amoureux des actrices, vous voyez. Et puis en fin de compte, après, j'avais ces rêves, mais je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était magistrat que j'avais voulu être.
eh bien c'est pareil, on choisit d'abord bien mûrement le métier qu'on veut faire. Et, et on en discute avec les gens en qui on a confiance. Et puis ensuite, on se dit que dans la vie, j'évoquais tout à l'heure l'importance de la forme, de la tenue, de l'allure, aussi bien dans les mots, le verbe, que dans l'apparence, que dans la politesse. L'urbanité, c'est capital, la forme. Parce que c'est à partir de cette première image que votre destin sera créé. Et puis ensuite, évidemment, on se dit que en respectant les formes et en respectant l'univers où vous vous trouvez, lorsque vous choisirez le métier qui vous convient, la difficulté, mais il n'y a aucune raison pour que vous n'y parveniez pas, c'est de mettre ensemble la qualité de votre tenue et de votre relation avec autrui, et en même temps, comme dirait le président Macron, et en même temps de sauvegarder ce que vous avez d'unique. Vous voyez, rien de pire que de faire disparaître au fil de la vie tout ce qui vous constitue comme un être singulier. Tout le monde n'est pas farfelu dans la vie, ni incongru. Mais qu'une personne ordinaire, classique, conventionnelle, si elle a envie de demeurer comme ça dans la vie, eh bien c'est très bien. C'est sa nature. Ce que je veux, c'est qu'on choisisse très précisément ce qu'on a envie d'être et qu'on le fasse sincèrement et avec liberté, vous voyez. Alors, parfois, vous accomplirez des métiers où vous ne serez pas forcément toujours très libre. Il y a des métiers, mais on progresse, vous montez peu à peu, et vous commencez au bas de l'échelle, et puis ensuite, vous devenez le PDG de l'entreprise. Mais là, véritablement, c'est cette synthèse, cette conciliation entre ce qu'imposent les obligations d'un métier et d'une vie, hein, bien sûr, et en même temps, il faut être obsédé par l'envie de demeurer soi-même. Paul Valéry, il entendait quelqu'un, un grand philosophe et essayiste, disait devant quelqu'un « Mais je veux être moi-même ». Il répondait « Être soi, cela en vaut-il la peine ?» Mais être soi, ça vaut toujours la peine, à partir du moment où vous savez tirer de vous le meilleur. Je veux dire, si j'ai connu des criminels qui disaient aussi « je suis moi-même ». Hein. Si être soi, c'est commettre des crimes et offrir de soi la pire image qui soit, on laisse tomber. Mais vous voyez, j'insiste sur l'ordre et le désordre. Je veux dire par là, l'ordre, on s'insère dans un dispositif, on cherche à réussir sa vie, on choisit un mari si on veut se marier, ou une épouse si ou bien on mène sa vie comme on l'entend, mais surtout, on songe à soi, mais on ne devient jamais, comment dirais-je, songer à soi, ça peut être très dangereux parce que ça pourrait vous entraîner dans une posture narcissique, moi et contre tous les autres. Non, vous voyez ce que je tente maladroitement de décrire, parce que c'est très difficile d'offrir l'image d'un futur à quelqu'un qui en aura un très réussi, j'en suis persuadé, eh bien, c'est de concilier énormément de choses, de se dire, je n'ai rien à sacrifier, il n'y a aucune raison que je n'ai pas tout. Tout dépend aussi, mais je ne veux pas vous obliger à des confidences intimes, le rêve que vous faites de votre propre existence. Si je vous demandais ça, par exemple, est-ce que vous avez exactement dans votre tête, à l'heure actuelle, sur tous les plans, l'existence que vous rêvez de vivre, par exemple? Est-ce que vous savez très exactement de quoi vous souhaiteriez qu'elle soit faite?
Non? Par exemple, le métier, là, Je dirais peut-être diplomate. Très bien. Et ça vous amène à faire quel type d'école après ou Sciences Po, non? Je pense que pour commencer, je voudrais faire un master en droit public international. Oui. Et en deuxième année, peut-être, oui, des Sciences Po. Il n'y a aucune raison. J'espère que je serai toujours là pour lire vos exploits. Oui? Je m'appelle Yaona. Yaona. Très bien. Ma question est de savoir comment parvenez-vous à concilier votre passion pour l'écriture des livres et le droit, sachant que ce métier exige beaucoup de disponibilité. Vous avez dit vous-même au début que vous avez eu des affaires qui vous ont pris à peu près 2 mois. Comment vous arrivez à gérer votre emploi du temps? Alors, comment dirais-je, la magistrature, aujourd'hui, elle est derrière moi. Vous voyez, aujourd'hui, je suis qualifié de magistrat honoraire, et j'espère honorable tout de même, mais depuis 2011, j'ai quitté donc 1 an plus tôt que prévu la magistrature pour créer cet Institut de la parole et m'abandonner à la vanité médiatique, vous voyez. Mais mine de rien, ça peut fatiguer, même si je n'ai rien à préparer, puisque depuis 60 ans, je suis un malade des informations, et donc, bref. Non, je n'ai jamais eu, comment vous dire, ne voyez pas l'ombre d'une vanité dans ce que je vais vous dire. J'ai toujours eu du mal à écouter ceux qui me disaient, tout au long d'une vie, « Ah, j'ai trop de travail, j'y arrive pas ». Parce qu'en réalité, les seuls que j'ai connus qui étaient toujours capables de faire le travail qu'on leur donnait, c'était ceux qui ne me disaient jamais « j'ai trop de travail », qui disaient au contraire « parce que j'ai trop de travail, je le ferai ». Autrement dit, les êtres qui sont formidables, de mon point de vue, qu'on ait 20 ans ou qu'on en ait 30 ou 90, c'est ceux qui sont toujours prêts à faire tout de suite le travail qu'on leur donne. Et donc, vous voyez que je n'ai jamais eu de soucis sur ce plan-là. Je n'ai pas dit que je l'ai toujours fait bien, hein, entendons-nous, mais je me suis toujours mis en position de faire immédiatement le travail qu'on me donnait, ou que je me donnais. Aujourd'hui, plus personne ne me fait travailler. Enfin, quand je vais dans les médias, 4 fois, à CNews ou à Sud Radio, je sais que j'aurai des débats, mais ça n'est pas un travail pour moi. Mais vous voyez, tout au long de ma vie, j'avais ce que j'appellerais l'énergie du paresseux. Vous voyez, c'est-à-dire que on me donne un travail, je le fais tout de suite. Et après, je peux avoir quelques instants, même des heures de tranquillité pour le plaisir, autre chose, la lecture ou l'amour, que sais-je. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, ce qu'il faut, je le crois véritablement, c'est pas forcément aimer le travail, on n'est pas obligé d'être masochiste, mais tout de même être toujours en mesure de faire le plus vite possible ce qu'on vous demande comme tâche et de la faire j'allais dire le mieux possible. Ça va de soi, en tout cas, le moins mal possible. Et une fois que vous avez cette conception de vie, cette vision par rapport... Alors, là, j'écarte tous les bonheurs personnels, vous voyez, familiaux. Là, je ne parle que de la manière de concevoir la vie professionnelle. Hein. Eh bien, faites comme ça, vous voyez. Ne vous dites jamais, ne reportez pas au lendemain ce que vous pouvez faire ce soir. Faites tout de suite le travail. Et puis, après, c'est extraordinaire de voir quand on parvient à tenir le rythme de ce que la quotidienneté vous impose, eh bien, on devient très heureux. On finit même par aimer le travail, puisque
si on raisonne comme je le fais, il vous offre beaucoup de moments de liberté et de tranquillité. Et éventuellement, un détail, le travail vous permet de vivre une belle vie puisqu'il vous procure parfois des sommes folles. Ce que je vous souhaite. Oui, allez-y. Moi, j'aimerais savoir, parmi toutes les décisions que vous avez prises durant votre mandat de magistrature, est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez d'avoir pris certaines décisions? Alors, comment dire, j'espère n'avoir jamais mis la main, asseyez-vous, je vous en prie, j'espère n'avoir jamais mis la main dans une véritable erreur judiciaire. Je veux dire, pour moi, la véritable erreur judiciaire, c'est de faire condamner quelqu'un dont on s'aperçoit après qu'il était innocent puisqu'on a retrouvé le vrai coupable. Ça, je n'ai jamais été victime, enfin, ou coupable plutôt, d'une telle chose. En revanche, j'ai commis des erreurs d'analyse, vous voyez, profondément. Par exemple, je vais vous... oui, ça va, on a du temps. Est-ce que vous avez entendu parler d'un nommé Brunerie? Ça vous dit quelque chose? Vous aviez entendu parler de quelqu'un qui a voulu assassiner le président Chirac? Eh bien, c'est lui, Brunerie. Brunerie, c'était un jeune homme qui avait fait, dans la procédure d'information, puisqu'elle est obligatoire. Pourquoi j'ai dit que l'instruction était obligatoire, là? Oui? Il me semble que le juge doit instruire à charge ou à décharge. Non. Pourquoi parlons de l'assassinat? Non, mais c'est bien. Il faut toujours prendre des risques. Bravo. Pourquoi parlons d'un assassinat? J'ai dit qu'il y avait une instruction. Oui? En matière criminelle, l'instruction elle est obligatoire. Bravo. Impeccable. Mais donc, Brunerie, dans l'instruction, il paraît intelligent, le juge le questionne bien, et puis il arrive dans son procès, et là, c'est un jeune homme qui cherchait désespérément de quoi justifier sa vie. Il n'aimait pas ses parents, l'amitié l'a déçu, la vie politique aussi. Il n'avait véritablement rien qui lui donnait le moral, pour parler simplement. Et il cherchait pourtant à rester dans l'histoire. Et un jour, il a eu l'idée complètement folle de dire « Je vais assassiner le président Chirac le jour du 14 juillet ». Et le comble, il fait tout ce qu'il faut pour ça, il achète une arme, en réalité, il le manque, heureusement pour Chirac. Il est arrêté, 3 citoyens l'interpellent. Je pense, mais ça n'était pas nécessaire de le dire, que s'il avait tiré, il n'aurait pas pu l'atteindre, mais peu importe. Dans mon réquisitoire, j'explique ce que je viens de vous dire. Son destin me fascine, me passionne, parce que j'ai l'impression que ça ressemble à une trajectoire romanesque, un jeune homme qui n'a rien qui le raccroche à la vie, pas d'amour, pas d'amitié, pas de politique, pas de sport, rien rigoureusement. J'oubliais qu'en fait, il appartenait à un groupe identitaire. Il retrouvait une sorte de fraternité. Et dans mon réquisitoire,
je ne parle que de ces déceptions humaines en quelque sorte. Et je ne parle pas de l'importance de cette appartenance au groupe identitaire. Il lisait une série de livres sulfureux d'auteurs qui avaient été interdits et qui, évidemment, lui mettaient certaines idées dans la tête. Et dans mon réquisitoire, j'ai eu tort, puisque, en fait, je ne parlais que de ce qu'il avait déçu, mais je ne parlais pas de cet élément important de son appartenance à un groupe identitaire qui lui avait mis dans la tête l'assassinat de Jacques Chirac. Et donc, là, j'estime que j'ai commis une erreur d'analyse. Elle n'a pas été dramatique, hein. Il a été condamné, Brunery, mais par rapport à ce que j'aurais voulu faire, j'estime que je me suis un peu trompé, parce qu'au lieu de parler de la plénitude de ce que j'aurais pu dire, eh bien, je n'ai parlé que de ce qui me passionnait moi, en tant qu'avocat général passionné par les trajectoires humaines. Et donc, j'en ai commis d'autres, vous voyez, des erreurs d'analyse. Je touche du bois, elles ne me semblent pas avoir eu des conséquences dramatiques. Mais ça n'est pas la même chose que l'erreur judiciaire dont je parlais au début de ma réponse avec vous. Vous voyez, faire condamner un innocent, ça me semble tout de même plus grave, largement plus grave, que de faire des erreurs d'analyse qui ont d'ailleurs été constatées, puisque l'arrêt n'a pas suivi exactement ce que j'avais demandé. Vous voyez, alors il y en a d'autres où j'ai fait des erreurs, vous voyez. Prenons un autre. N'hésitez pas à m'interrompre si je radote. Vous n'avez, je crois, non plus jamais entendu parler d'un nommé Brahim Bouram. C'est un homme, un jeune homme. À une certaine époque, le Front National faisait des défilés le 1er mai. Il faisait une manif devant la statue de Jeanne d'Arc et ensuite il se promenait le long de la Seine. Un jour, il y a eu ce défilé et à la queue du défilé, il y a des skinheads qui sont venus, quelques-uns. Et ils croisent le nommé Brahim Bouram, un jeune homme qui se balade là. Il commence à l'insulter, lui répond. Et à un moment donné, il y a un des skinheads qui le prend, qui l'envoie dans la Seine. Il ne savait pas que Brahim Bouram ne savait pas nager. Il se noie et le procès arrive avec un président discutable. Quand il revenait de déjeuner, il sentait vraiment beaucoup le vin. C'était pénible. Et lorsque je fais mon réquisitoire, en quelque sorte, j'ai la certitude que le skinhead ne voulait pas la mort de Brahim Bouram puisqu'il ne savait pas nager. Mais en réalité, dans le contexte de l'affaire, la cour d'assises l'a condamné pour meurtre, comme si le skinhead en question avait voulu tuer Brahim Bouram, puisque vous savez que le meurtre, c'est vouloir porter volontairement atteinte à la vie d'autrui, alors que l'assassinat, qu'est-ce que c'est la différence entre le meurtre et l'assassinat ? Oui, Mami. Il me semble que l'assassinat, c'est prémédité. Bravo, très bien. Et donc, il a été condamné pour meurtre. Et pratiquement à la peine que j'avais demandé pour ce qu'on appelle le crime de coup mortel. Le crime de coup mortel, c'est avoir volontairement causé la mort de quelqu'un sans en avoir eu l'intention. C'était ce que j'avais développé
mais la cour d'assises l'a condamné pour meurtre. Et donc, vous voyez, là aussi, je pense que j'ai commis une erreur. Mais là, elle a été même moins grave que pour Brunerie. Donc, on est parfois, comme vous évoquiez dans votre première question, on est parfois sensible à la tonalité de certaines audiences, à certains comptes rendus médiatiques, au caractère politique d'une affaire, mais soi-même, personne ne m'a demandé d'en tenir compte, vous voyez. Mais j'ai donc commis, dans cette vie de plus de 20 ans aux assises, des erreurs et qui n'ont pas été dramatiques pour la sauvegarde de la société, mais qui m'ont fait réfléchir après. On va peut-être prendre une dernière question, si ça vous va à tous. Le temps est très vite passé. Est-ce qu'on a une belle question pour ben sûrement. Une masterclass passionnante. Alors, qui est-ce qui se lance ? Il y en aura même deux, hein, peut-être. Amandine, allez. Moi, je peux durer jusqu'à 9h. Hein. Allez-y, allez-y. C'est une dernière question qui vous est plus personnelle, même si je pense déjà avoir la réponse. J'ai l'impression que votre carrière en tant qu'avocat général vous a plus passionné que celle de magistrat. Si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, magistrat, c'est un terme général, si vous voulez. Hein. Et quand j'ai commencé par être juge d'instruction, donc ça, c'est le siège. Hein. Ensuite, je deviens substitut, pour aller vite, procureur à Bobigny, où je découvre la cour d'assises. Ensuite, je me fais sanctionner parce que j'ai écrit un article dans Libération et qui ne plaît pas à la hiérarchie politique de l'époque. Ensuite, j'arrive à Paris et là, il y a la cour d'assises. Disons que la cour d'assises, ça représente plus de 20 ans de ma vie judiciaire, avec cette particularité que, normalement, si j'avais été un être moins caractériel, j'aurais dû vouloir progresser, passer de la cour d'appel de Paris à la cour de cassation, qui est le sommet du corps. Mais je n'ai jamais été intéressé par la vie juridique. La cour de cassation, c'est l'organisme suprême qui juge la manière dont la justice est rendue techniquement. Ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la vie judiciaire, les rapports avec les gens, les avocats. Et donc, à ce niveau-là, j'ai eu... c'est sûr que ça a été formidable pour moi durant 20 ans, avec l'attention que j'expliquais à votre ami tout à l'heure. Mais je n'oublierai jamais la manière dont, à chaque fois qu'il y avait une session d'assises, j'y allais avec une infinie curiosité. Ce qui m'a, je le dis sans aucune vanité, hein, ce qui m'a distingué de beaucoup d'accusateurs, c'est que quand j'arrivais à l'audience, je restais 10 jours comme avocat général, je connaissais le dossier, bien sûr, mais quand j'arrivais dans le cadre du procès, j'oubliais ce que j'avais appris et j'essayais de ne tirer de leçons que de l'audience elle-même. Et j'étais animé par un sentiment très précis qui était celui de la curiosité. Qu'est-ce que j'allais voir ? Comment allait-il être, cet accusé ? Comment serait la victime si elle est vivante ou comment serait sa famille si malheureusement la victime était morte ? Et donc cette curiosité faisait que tout au long du procès, je laissais mon esprit être envahi par 1000 considérations et c'est seulement à la fin que je tentais de mettre en ordre tout ça dans mon crâne pour offrir aux jurés la conclusion que je tirais de ces journées. Alors je le répète, conclusion de culpabilité
et donc de condamnation, conclusion de doute et donc d'acquittement, ou conclusion d'innocence. Ça ne m'est jamais arrivé, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais connu le comte de Monte Cristo, hein, moi, ou la film. D'ailleurs, vous avez vu le film ou pas? Ah ben, allez le voir, allez le voir, c'est formidable. Oui, Ethan? Pardon? J'ai eu l'occasion de jouer avec Carnina, Monte Cristo, justement. C'est dans le film? Ouais, on fait une figuration. Il est figurant dans le film. Oui, c'est ça. Dans quelle scène? Dans la scène du bal. Le bal. Et vous lui avez parlé Alors malheureusement, j'ai pas pu lui parler, je l'ai vu de loin en train de se préparer pour la scène, mais effectivement, on n'a pas pu lui parler parce que les réalisateurs voulaient pas en fait. Et ça a duré combien de temps, votre prestation? On a tourné 45 minutes pour au final apparaître 5 secondes. Oui, bah oui. Ah oui, mais c'est bien. Ils sont d'indiscrétion, Ethan. Vous avez été payé combien pour ça? 100 euros. Hein. 105 euros précisément. Mais ça devait être intéressant, ça, sûrement. Pierre Ninet, il est formidable comme acteur là-dedans. Hein, mais... Ah, bravo. J'ai réussi à trouver ce casting par moi-même, mais mon père est réalisateur sur TF1, il demande nous appartient, donc c'est ce qui fait que j'ai réussi certains tous les... Et votre père s'appelle comment? Jérémy Patier. Pardon, excuse-moi. Jérémy Patier. D'accord, et c'est comme ça. Et vous êtes dans un très bon institut, Ethan, vous voulez faire autre chose plus tard? Oui, je vais devenir président de la République française. Non, non. Voilà, c'est ça l'ISD. Oui. C'est magique. Non, mais c'est super. Alors, on finit en beauté. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas parlé a une envie irrépressible de poser une question? Je sens que cette jeune fille-là a très envie. Non, c'est justement ne tournez pas la tête. Oui, mais bien sûr. Je sens que vous résistez à la tentation depuis tout à l'heure. Vous n'avez pas une excellente question à poser? Ah, bravo. Elle vous sauve la mise, hein? Je m'appelle Aya. Oui. Et pour finir, si vous deviez résumer votre carrière, votre grande carrière, en quelques mots, lesquels utiliseriez-vous? C'est une très bonne question. Et la difficulté, je dirais un caractériel qui a des qualités. Et alors, bon, c'est très difficile et votre question est comme ultime interrogation est très bonne. On a envie de dire que du bien de soi ou dire que du mal. Alors qu'il faut tenter une synthèse tout de même, voilà. Ou alors, j'aurais pu dire un être épris de liberté avec tout ce que ça entraîne comme conséquence, même négative. Ça, ce serait plus plausible. La liberté dont je parlais, là, c'est formidable, hein. Mais il faut se préparer à, lorsqu'on veut avoir cette philosophie, à des conséquences qui ne sont pas forcément toujours douces et tranquilles. Voilà. Merci infiniment. Merci Philippe. Je voudrais quand même dire aux étudiants que Philippe Bilger, il nous soutient au quotidien. Il nous aide, il nous conseille et je voulais te remercier du fond du cœur parce que c'est une grande chance Je vais et une continuer à le grande faire. force aussi de t'avoir à nos côtés. Je vais Merci. continuer à le faire devant mon X On fait là. une petite photo tous ensemble? Ah ouais, avec plaisir.